Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est quelqu'un que vous connaissez sur Sud Radio, Mathieu Cheng. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé à la BVA Nudge Consulting. C'est le leader français des sciences comportementales. Vous êtes également enseignant à la Sorbonne, au CELSA. Et vous publiez La fabrique des solitaires. C'est paru aux éditions de l'Aube. C'est un livre, un essai tout à fait intéressant qui parle de cette solitude qui nous concerne tous. Et je voulais savoir, le point de départ de votre livre. Alors vous qui observez les comportements des gens, ça a été quoi? Alors le point de départ, c'est effectivement un précédent livre qui s'appelait La France en face et dans lequel j'avais touché du doigt lors de différentes interviews cette solitude française des Français que j'interrogeais et qui à chaque fois, souvent, revenaient sur cette question de la solitude. Et puis depuis, il y a eu 2 déflagrations, je crois, qui font qu'on ne peut plus oublier, on ne peut pas mettre de côté, on ne peut pas jeter un voile pudique sur la solitude. La première déflagration, c'est bien sûr celle du Covid, qui fait qu'à un moment donné, on a révélé une solitude qui préexistait, la solitude des personnes âgées, la solitude en EHPAD, la solitude également des jeunes, on pourrait y revenir, qui est extrêmement importante. Et puis il y a eu, je crois, une deuxième déflagration qui a été la crise des gilets jaunes. Alors bien sûr, la crise des gilets jaunes, c'est une crise sociale, mais c'est aussi une crise du lien social. Sur les ronds-points, beaucoup de mamans, de familles monoparentales, sur les ronds-points, beaucoup de personnes isolées qui ont rompu leur solitude, qui ont quitté la France pavillonnaire pour se retrouver. Et j'ai en tête ce témoignage que je raconte dans le livre d'un gilet jaune qui parle avec beaucoup d'émotion de la période qu'il a vécue sur les ronds-points, parce qu'il a retrouvé, comme il le dit, une fraternité, une famille et des gens avec qui parler. Parce qu'il y a de l'espoir dans votre livre. Hein. Le sous-titre, ce serait La fabrique des solitaires, mais ce serait aussi comment devenir plus solidaire. Il y a quand même un message d'espoir. Et c'est vrai qu'on se rend compte en lisant votre livre que, en fait, toute la société concourt à nous rendre solitaires. Et encore plus avec le Covid, avec le télétravail, où on s'isole, où on n'est plus en lien avec les autres, et qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'isolement par le fonctionnement de notre société. C'est exactement ça. Il y a un isolement qui a toujours existé, qui est lié à des facteurs traditionnels. La précarité, on le sait, qui isole. Il y a d'autres paramètres. Il y a les accidents de la vie qui peut créer de l'isolement, le chômage, le deuil, le handicap. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que collectivement, on est en train de fabriquer un individu de plus en plus isolé, avec des points sur lesquels on pourra revenir et des ruptures. Il y a la rupture du digital qui isole de façon dramatique. Les réseaux sociaux confinés dans le réseau, les travailleurs errants, c'est un de vos chapitres. C'est vraiment tous ces aspects. Le périphérique trappe à solitude aussi, c'est-à-dire les gens qui quittent les villes. Exactement. Si on reprend dans les détails en quelques secondes, d'abord il y a effectivement le digital. Le digital, quand on est jeune et qu'on passe 2 heures sur les réseaux sociaux, on se coupe des autres. Avec quelque chose qui est extrêmement pervers de la part des réseaux sociaux, c'est qu'ils vont vous maintenir en dépendance, en exploitant des biais. L'ego, ils vont vous flatter sur les réseaux sociaux, ils vont utiliser ce qu'on appelle le statu quo, on va vous ingurgiter toujours plus de vidéos qui automatiquement vont se déclencher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se coupe des autres. D'ailleurs, les Français, ils le disent, à plus de 70%, les réseaux sociaux me coupent de la vraie vie. Et quand on fait des études et qu'on sèvre les gens du digital, qu'est-ce qui se passe? Ils retrouvent le chemin des autres. Mais est-ce que vous n'êtes pas moins seul, pardon Gilles, quand vous êtes justement avec des réseaux sociaux, est-ce que c'est factice, c'est-à-dire le sentiment d'avoir des amis? Alors c'est ce qu'on appelle du lien extrêmement faible, du lien très faible, mais qui coupe en réalité des gens. Et il y a un point qui est important aussi, c'est que l'isolement et la solitude, elle vient aussi du manque de confiance en soi. Il y a une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Haugen qui a révélé, qui travaillait chez Facebook et qui a révélé à quel point l'utilisation des réseaux sociaux détériorait la confiance en soi des jeunes filles. Et quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas aller vers l'autre, on ne peut pas retrouver le chemin de l'autre. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont particulièrement mortifères pour le lien social. Vous parliez d'un autre sujet qui, je crois, est important, c'est la société du travail. Le travail, c'est un lieu de sociabilité. Énorme. Les Français le disent, à une écrasante majorité, c'est un endroit où on peut se faire des amis. On est en train de construire une société du travail qui désocialise. D'abord parce qu'il y a toute la France du back-office. C'est quoi? Ce sont des gens qui sont des caristes,
ce sont des gens qui vont travailler dans des horaires décalés, ce sont des femmes de ménage qui sont souvent en intérim, qui sont souvent en travail décalé et qui du coup ne peuvent pas faire corps avec les autres. Et puis il y a un deuxième phénomène que vous citiez également, c'est bien sûr toutes les nouvelles formes du travail, le télétravail par exemple. On se rend compte qu'il y a un effet cliquet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on travaille un ou 2 jours par semaine en télétravail, on ressent pas de solitude, et quand on bascule à 3, 4, 5 jours, on ressent une solitude, un état de solitude qui est beaucoup plus élevé selon les chiffres qu'on a à disposition. Vous parlez en fait que ce serait ce progrès qui accélérerait notre solitude, mais finalement, est-ce que le mal n'est pas plus profond? Est-ce que ça vient pas de 2 choses? Un, on a désacralisé le mariage. Il y a quelques années, le mariage, marier sa fille, était un but, et donc on rencontrait des gens pour se marier. Et à l'inverse, le divorce a fait éclater les familles, et les enfants de divorcés sont aussi des enfants solitaires qui n'ont plus de repères et plus de famille. Est-ce que le mal vient plus de ce changement de société plutôt que de la technologie? Alors je crois que c'est un alliage entre tout ça, et vous avez 1000 fois raison de parler de l'isolement des familles monoparentales, les mamans, parce qu'il s'agit souvent des mamans qui racontent leur vie. C'est une vie héroïque, et c'est une vie qui est souvent solitaire. Pourquoi? Parce que d'abord il y a la rupture du divorce qui crée un choc, qui souvent isole aussi de la famille ou des amis, et puis il y a bien sûr une précarité qui souvent intervient au moment du divorce, et puis après il faut éduquer ses enfants, et donc souvent des mamans qui expliquent consacrer énormément de leur temps pour travailler, éduquer les enfants, et qui du coup peuvent s'isoler également de cercles familiaux ou de cercles amicaux. Après il y a un autre élément qui est important que vous évoquez, c'est le rapport qu'on a par rapport au célibat. Alors il y a aujourd'hui 1 Français sur 5 entre 25 et 65 ans qui n'est pas en couple. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont seuls. Ça veut dire que, à la limite, ils dorment seuls, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent seuls. On peut être totalement intégré à différents cercles de sociabilité, mais ça veut dire qu'en revanche, on jette un regard différent sur eux. Et je crois que c'est le rapport que la société jette encore sur le célibat qui est étonnant. C'est-à-dire que le sexe a pris le pas sur l'amour. Ça veut dire que probablement il y a cet élément-là, et ça veut dire aussi que l'idéal de bonheur, il est encore aujourd'hui associé au couple. Et quand on interroge les célibataires, ils nous disent, effectivement, on nous voit, 40% des gens célibataires nous disent, effectivement, on me juge anormal, mes proches me jugent anormal. Donc ils se sentent isolés. Et puis il y a des moments pour les personnes célibataires à partir d'un certain âge qui est compliqué. C'est les moments de vérité, comme par exemple les vacances. Au moment de prendre ses vacances, les vacances, c'est plutôt le cercle familial ou des amis, des couples qui se retrouvent. Et du coup, les personnes qui sont célibataires le vivent, et je le raconte, particulièrement mal cette période-là. Et un auditeur, Stéphane, qui dit ne pas être solitaire, c'est se confronter forcément à la bêtise, la méchanceté, l'incompétence des gens. Donc une forme de frustration. Et c'est un de vos chapitres, l'enfer, c'est les gens, tous parano. C'est-à-dire qu'il y a quand même une défiance de l'autre aujourd'hui. On n'a pas envie d'aller vers l'autre. Ça fait partie aussi de nos comportements. Alors il y a ce paradoxe. Exactement, c'est un paradoxe, parce que se confronter à l'autre, c'est se confronter aussi en miroir à ses propres choix, c'est se confronter à des incompréhensions. Il y a des Français qui font le choix de la solitude qui est assumée, et par ailleurs il y a 20% des solitaires qui sont des solitaires dits sereins, selon les études notamment dont on a à disposition de la Fondation de France. En revanche, et c'est ça qui est important, c'est que la solitude, c'est pas qu'un sujet relégué dans le champ de la vie privée, c'est un sujet politique. Pourquoi? Parce que quand il y a 6 Français sur 10 qui ne se sentent appartenir à aucune communauté, quand il y a seulement 1 Français sur 10 qui se sentent appartenir à la communauté nationale, c'est une menace de désagrégation, avec toutes les impasses qu'on voit aujourd'hui, et une défiance qui est généralisée. Cette défiance, elle a aussi quelque chose qui est lié à ce qu'on appelle la marchandisation de tout. Et je crois que on a créé une société du tout marchand. Tout s'achète, tout se vend. C'est ça. Ça c'est très intéressant. Le service entre voisins qui s'achète, qui se vend. Et du coup, ça jette quoi? Un soupçon du doute. Ça veut dire que on soupçonne toujours la personne qui vient nous voir, qu'on ne connaît pas, d'avoir un intérêt marchand derrière la tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'in fine, quand on interroge les Français, il y a 1 Français sur 3 qui nous dit: la plupart des gens cherchent à abuser ou à se servir de moi. Ça crée une société de défiance. Et moi, je pense à un témoignage d'une dame que j'ai interrogée, une personne âgée. Elle avait un voisin qui venait la voir régulièrement. Et puis à un moment donné, elle me dit: j'ai refusé de le voir. Parce que c'était louche que quelqu'un s'intéresse à moi, c'est que forcément il avait un intérêt. Et donc, on peut se dire:
Bon, c'est une anecdote. Je pense que ça révèle surtout une société de défiance dans laquelle chacun est soupçonné d'avoir un intérêt marchand derrière la tête. Ouais. Vous êtes plutôt optimiste tout de même, vous donnez des clés pour que les choses changent. Vous parlez de fraternité, de solidarité. Donc là, on la voit à l'œuvre avec l'Ukraine, où il y a eu une mobilisation forte. Mais il faut que ça aille au-delà de ça. Liberté, égalité, fraternité. On a l'impression que c'est pas vraiment dans l'ADN des Français, la fraternité, ou alors pas à tous les niveaux en tout cas. Je pense qu'il y a des élans du cœur, que la nature humaine et d'aller vers l'autre. On est pour l'autre. Il y a des études comportementales qui sont hyper intéressantes, qui montrent à quel point on est appareillé ce qu'on dit aux autres. En revanche, il faut générer, il faut aider à aller vers l'autre. Et je vais utiliser un mot qui fait peur à beaucoup, les traditions. Les traditions, elles aident à aller vers l'autre. Je vais être très concret. Parmi les gens qu'on interroge et qui sont seuls, eh ben on se rend compte qu'ils ne sont pas nés seuls. Il y avait de la famille, il a pu y avoir des amis, puis des liens qui se sont distendus. Et toujours ce mot qui revient, mais comment je pourrais reconnecter avec l'autre? La tradition, c'est ce qui permet d'autoriser à aller vers l'autre. Noël, c'est exactement un exemple où on a le droit d'appeler sa famille, on a le droit de se revoir sans trop se poser de questions. Oui, et donc, sauf si on est seul, qu'on a coupé les ponts, enfin la solitude, ça implique aussi... Exactement, mais je crois que Noël, il y a des périodes comme ça où on peut générer des autorisations, des gens qui nous disent, il y a des vieux amis, des vieux collègues que j'ai pas vus depuis longtemps. Il faut générer des traditions, on s'autorise. La journée des vieux amis, on l'appelle comme on veut, la fête des voisins qu'on peut multiplier, qui a un impact positif et qui fait que on se sent autorisé à faire le premier pas. Et je crois que ces traditions-là, elles sont extrêmement puissantes pour générer ce premier pas et faciliter ce passage à l'autre. Vous parlez de bienveillance aussi dans le livre, qui est un mot qui est un peu ringard, si je mets des guillemets, parce que sauf que la bienveillance, encore une fois, j'ai pas l'impression, quand on regarde un peu autour de nous, que ce soit l'apanage de la majorité des Français. Ils sont pas bienveillants, les Français. Je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se dessiner, qu'on est à la fin, on se rend compte collectivement qu'on a abouti aux limites d'un modèle, ce que j'appelle d'individus poussières qui sont séparés les uns des autres, que ça génère une souffrance et qu'il y a cet élan du cœur en parallèle parce que le bonheur, il est avec les autres. D'ailleurs, il y a une étude remarquable d'Harvard qui montre à quel point les gens qui sont les plus heureux sont ceux qui ont des réseaux de sociabilité, non pas parce que forcément tout va bien se passer, on peut s'engueuler, mais on sait que on peut être entouré quand ça ne va pas. Moi comme on est dans une période électorale, c'est ça aussi qui est assez qu'on peut remarquer, c'est qu'avant Michel Rocard par exemple avait caché son divorce ou ne voulait pas dire qu'il était divorcé, ça a fait la une de la presse pour quelqu'un qui avait des ambitions de président, et aujourd'hui une Marine Le Pen qui n'a pas de compagnon, ça ne pose pas de problème d'avoir un solitaire à la tête de la France, et on ne voulait pas d'avoir quelqu'un de solitaire à la tête de la France. Alors parce qu'il y a deux choses, parce que il y a une évolution de la société avec l'augmentation des familles monoparentales, une famille sur 4, des divorces, et puis deux, parce que les deux ne se superposent pas. On peut être seul, c'est-à-dire ne pas être en couple, et ne pas du tout être seul parce qu'on a des réseaux amicaux, parce qu'on a des réseaux des collègues, parce qu'on a des réseaux et on est dans des associations. Les deux ne se recoupent pas forcément. Mais c'était impensable il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, c'était effectivement impensable. Tout à fait. Vous avez signé aussi une tribune tout à fait passionnante dans Marianne sur la campagne électorale et en particulier sur la nostalgie. C'est-à-dire que cette campagne, elle était extrêmement nostalgique. Vous dites le refuge dans le passé s'explique par l'impossibilité à se projeter. C'est vrai qu'on a entendu ça. Le retour des jours heureux. Le retour des jours heureux. Exactement. On pense aussi à Donald Trump, Make America Great Again. Est-ce que ça rejoint ce que vous dites Alors oui, la nostalgie, c'est le vivre ensemble, c'est les souvenirs, c'est quoi? Je crois que c'est aussi effectivement une remémoration quelquefois un peu mythifiée d'un temps ancien où on savait faire du lien, entre nous. C'est d'ailleurs la grosse limite aujourd'hui de cette campagne, c'est l'incapacité de chaque candidat à dire aux Français: voilà l'histoire dans laquelle nous allons aller, voilà le chemin que nous allons parcourir et voilà le rôle que chacun d'entre vous peut avoir. Une histoire, un pays, c'est un plébiscite de chaque jour, je redis Ernest Renan, et donc le plébiscite, il faut que chacun se sente reconnu à sa place pour jouer son rôle dans cette histoire. Et c'est ce qui manque aujourd'hui et qui explique pourquoi on va se réfugier dans le passé, parce que le passé, c'était un moment où on avait le sentiment d'avoir une place, et en tout cas, c'était le passé, un moment dans lequel on peut mythifier des relations sociales, on peut mythifier notamment une période de l'enfance qui semblait
en tout cas pour la plupart des gens, plus rose qu'un avenir qui est incertain. Vous dites c'est la dernière phrase de votre livre, et si le temps était venu de se retrouver, vous êtes optimiste là-dessus quand on voit encore une fois ce que nous annoncent les sondages, avec des candidats qui sont pas forcément dans la bienveillance. On n'a pas eu une campagne très bienveillante. Non, pas une campagne bienveillante, mais la fraternité, c'est je crois, le seul chemin pour rassembler des Français qui sont aujourd'hui divisés par rapport aux défis qu'on a tous ensemble. Le défi de l'écologie, le défi de la paix. Tout à coup, ces éléments-là, le défi du Covid, nous stupéfie parce qu'on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Absolument. Face au Covid, on a tous été dans le même bateau. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est finalement, au-delà de nos différences, de pouvoir retrouver le sens de notre intérêt commun. Et ça passe, bien sûr, par une fraternité retrouvée. Un mot, et c'est une bonne question de toujours Stéphane. Est-ce que les mouvements sectaires ou wokistes, société inclusive et autres, c'est pas la négation des sentiments? Enfin, moi j'irais plus loin. Est-ce que c'est pas un isolement supplémentaire, ce mouvement-là? Je dirais que les mouvements communautaristes ne sont que le retour de boomerang d'une société qui n'a pas été pensée. Nous sommes faits les uns pour les autres. Et je parle un tout petit peu des mouvements communautaires qui sont liés à l'islam radical. Eh ben, ils prospèrent sur une nation, un État qui n'est pas capable de faire nation. On a un droit au logement, oui, mais on a aussi un devoir, un droit à l'autre. Et ces communautés, je parle notamment de Hakim El-Karoui, il explique à quel point une communauté religieuse, notamment des frères musulmans, ils offrent précisément une communauté, un lien, ils offrent une identité à des gens qui en ont perdu. Et je pense qu'il faut qu'on replonge les Français dans ce baptême laïque pour retrouver le goût des autres. La Fabrique des solitaires, c'est tout à fait passionnant, c'est aux éditions de l'Aube. Mathieu Chaigne, merci d'être venu, et puis à très vite en débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.